Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Bon, peut-être que je devrais vous dire des explications, même s'il y en a qui sont forcément, on va dire, pas là et qui veulent rien entendre, ou alors tout simplement des réponses en trop. Tout simplement, si j'ai pas su sortir de vidéo, c'est parce que pendant les 2 jours, j'étais très occupé. Je ne savais pas, on va dire, faire de vidéos et de regarder de show à l'avance, parce que j'avais autre chose à faire. Mais bon, de toute façon, si j'ai des interruptions ou encore si je ne sais pas, on va dire, faire de vidéos, c'est forcément, je suis occupé. Mais que là, j'ai dû un peu me libérer et peut-être pendant les jours qui passent, si je peux, je ferai des vidéos si ça avance plus vite. Donc, vu comment je m'attaque encore sur un show de la Ring of Honor, et pas n'importe lequel show, hein, un pay-per-view, le tout premier officiel. Parce que les autres que j'avais cités auparavant n'étaient pas, on va dire, enfin, si c'était des PPV, des événements comme ça, mais c'était des pay-per-view, est-ce qu'on peut dire non déclaré? Un peu un weekly pay-per-view. Ouais, on va dire un genre comme ça, un weekly pay-per-view. Et que maintenant, là, c'est un vrai pay-per-view pur et dur. Et que dans notre monde à nous, du côté de la WWE, c'est un PLE, alors que du côté de la EW, c'est un PPV. Un pay-per-view comme tous les autres. Mais bon, je vais vous montrer le show. Et si vous avez vu la miniature, vous savez de quoi il s'agit. Respect in the Air Need, le 5/12/2007. Donc, c'était en décembre, si je crois bien. En décembre 2007. Alors que... ou alors, peut-être que ça a eu lieu au début d'année. Parce que j'avais vu sur le Wikipédia de Ring of Honor. Quand j'ai tapé PPV Ring of Honor, ça a marqué que c'était, on va dire, le premier show officiel en pay-per-view. Alors que les autres étaient des PPV en weekly. Et que là, il y a une deuxième édition. Donc oui, c'est un 2 DVD. Qui a eu lieu au Manhattan Center de New York City. Et si je crois bien, si je vois bien les tribunes, je crois que ça a eu lieu au Hammerstein Ballroom. Vu comment j'ai un peu reconnu le côté théâtre et aussi les marbres en pierre sur le plafond et même sur les piliers, il me fait vraiment penser au Hammerstein Ballroom, tout simplement. Avec que des matchs de dingue. Vraiment, il n'y a que des matchs de dingue. Et vu comment c'est en deuxième DVD, et ça c'est les bonus des après-matchs. Parce qu'en fait, la carte principale se poursuit, mais que les matchs, elles se jouent dans les cartes principales. À part celui-là, on va dire, qui est pas un match d'opener, mais qui est un match hors, hors carte principale. Et la plupart des matchs suivent aussi. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? C'est pas logique. Donc, vu comment j'avais été sur leur Wikipédia, et j'ai dû regarder attentivement, et c'est pour ça que je vais m'attaquer sur le spécial bonus. Et en plus, j'ai même fait des listes, mais sauf que ma liste que j'ai fait là, elle est un peu dure à comprendre, parce que oui, j'ai marqué victoire et défaite. Donc ça peut être incompréhensif. Et oui, c'est sur un papier comme ça que j'écris, que je gomme et que j'écris. Donc, comme j'ai dit, le premier match, opposant Brent Albright. Moi, je disais Albridge, mais sauf que c'est Albright. Contre Tank Toland. Accompagné par Larry Swinning. Donc, Tank Toland, c'est lui. Avec un gabarit impressionnant, mais il va pas faire non plus grosse sensation à la Ring of Honor, malheureusement. C'est pareil pour Bobby Dempsey et l'autre Dempsey qui ne percera pas du tout, vu comment il est en tant que staff. Enfin, les deux sont des staffs de la Ring of Honor, mais sans plus. Alors que Larry Sweeney, lui non plus, va pas durer éternellement dans le catch, alors il a le look
et l'habille en plus. On aurait pu faire de lui le Bobby Heenan des années 2000, si ça avait été possible. Mais après, je sais pas ce qui devient lui aussi. Hein. C'est un peu comme Prince Nana. Au début, je le connaissais pas du tout. Jusqu'à ce que je regarde la NXT et que il avait une autre identité, mais je me rappelle plus de son autre identité. Et que quand il est revenu à la l'AEW sous le nom de Prince Nana, et que quand je regarde le passif du mec, je me suis dit, ah, en fait, c'est un manager de renom, en fait. Et excusez-moi si vous entendez du bruit. Concernant le match, mais ça a été très rapide. En tout cas, pour Tank d'Hollande, on dirait un peu un match d'exercice pour lui. Alors que pour Brett Albright, c'est plutôt du catch sérieux qu'il fait. Et que même si Tank d'Hollande a voulu trop jouer sur le côté entraînement et pas du côté catch, eh ben, ça permet à Brett Albright de le mettre une leçon et aussi de le battre à plat de couture avec un Dead Valley Driver. Donc il le bat avec le DVD. Et c'est un 3,20. Voilà. Et après ça, en fait, en vérité, ça commence directement dans la carte principale. Parce que après le match entre Bright Albright et Tank Dolan, eh ben, c'est Takashi Morishima contre PG Whitmer. Et par contre, je vous avais pas... Enfin, j'ai oublié de citer les bonus. Il y a deux matchs bonus, parce que je vais citer d'abord les bonus avant m'attaquer et poursuivre les matchs en pay-per-view. Il y a deux matchs en bonus qui sont présents. Il y a le match entre Kevin Steen, El Generico, contre Eddie Edwards et Jason Blade. Alors, ce match-là et l'autre match qui va suivre, ce sont des petits extraits. Donc, c'est pas des matchs en entier. Mais que je me rappelle quelques prises et que voilà, c'était un peu parfait, un peu correct. Mais qu'à la fin, c'est Kevin Steen et El Generico qui remportent le match avec leurs finishes respectifs. Par exemple, Kevin Steen, lui, c'est le package pile driver. Il le fait rouler vers El Generico pour que Generico fasse, il fait, on va dire, il fait face à un Brainbuster. Donc il fait un Brainbuster sur son adversaire. Et si je crois bien, c'est Jason Blade qui subit les doubles finishers. Donc victoire de Steen et de Generico. 3,50. Et l'autre match, ça va opposer Takashi Morishima contre Jay Briscoe. Oui, contre Jay Briscoe. Mais sachez que les bonus que je cite, c'est pas lié au show. Hein. C'est pas lié au show. Ça a eu lieu dans un show hebdomadaire HDNet, HDN Net de la Ring of Honor. Donc voilà, et que c'était pour le titre Takashi Morishima contre Jay Briscoe. Jay Briscoe, il a su faire sensation, il a prouvé qu'il pouvait se débrouiller en solo comme en équipe, mais qu'à la fin, après des prises de trop, il se prend un back body drop driver suplex de la part de Takashi Morishima pour la victoire. Donc c'est Takashi Morishima qui remporte le match et le titre. Ce match-là, 3,60. Et maintenant, je poursuis la carte principale officielle du show. Donc Takashi Morishima contre PG Whitmer. Un bon match, court, mais très bon. Ouais, parce que je me rappelle, ça allait tellement trop vite hein, entre Morishima et Whitmer. Et que bim bim bim, ça balance des grosses prises, même des gros coups. Et qu'il a voulu tenter aussi la lariat Whitmer, mais Takashi Morishima, en bon japonais qu'il est, il sait comment s'en relever des prises trop dures. Et qu'à la fin, c'est lui qui prend l'avantage, il refait des clotheslines, un powerbomb, et à la fin, il fait un ou deux back body drop driver suplex pour avoir la victoire. Donc oui, c'est normal qu'un champion qui défend son titre au début de show parce qu'il sait bien qu'il va être dans le main event, donc c'est un tout petit peu logique, on va dire ça comme ça, qui défend directement son titre, et qu'à la fin, Nigel McGuinness il fait une promo contre Morishima, et qu'après Danielson le rejoint,
et que voilà, il va balancer ses phrases en disant que certes, il est toujours et il restera toujours le meilleur catcheur au monde, the best wrestler in the world, même s'il n'est pas champion. Enfin, même s'il est plus champion, car il dit qu'il a détenu le titre pendant plus de 15 mois sans on va dire, faire la moindre tâche au règne du titre. J'allais dire une bêtise, mais quand je dis des bêtises, c'est pas forcément trop bon, mais il a porté du prestige au titre de la Ring of Honor, et après, ben, il commence à suivre de son CV Danielson en disant que Samoa Joe, il a, il a mis hors d'état de nuire, il a mis KO. Euh, il a mis qui KO aussi. Qu'est-ce qu'il a mis? Qu'est-ce qu'il a mis? Après, je sais qu'il poursuit avec John McGuinness, il les a out, quoi. Takashi Morishima, il a su faire, mais après, mais après c'est lui qui va se faire out par Takashi Morishima. Osinaris, il a mis out. James Gibson, il a mis out aussi, parce qu'il poursuit avec les out. Hein. Et que s'il dit qu'il devait le refaire, eh ben, il le ferait. Et qu'après, ben, il y a une bagarre entre les deux. Après, c'est Morishima qui poursuit, donc ça fait un bagarre à 3. Et que voilà, ça se termine ainsi après une bagarre. Bon, après, c'était qu'une bagarre d'ego et bagarre, parce que c'est vrai que Danielson, il était plutôt heel, très heel même, et il devait jouer le rôle du heel. Alors que Morishima, c'est un peu un heel sans la moindre émotion, à part ses gestes qui sont douteux, mais sinon le reste, ben, on n'en pense pas moins. Et que je me rappelle qu'ils ont mis les extraits de Jimmy Jacobs, par exemple sur l'autoroute, où il visite Manhattan, enfin New York quoi, jusqu'à ce qu'il trouve une chambre d'hôtel avec lui et LAC. Et que j'ai peut-être dit une connerie dans ma review sur la vidéo de Jimmy Jacobs, parce que j'avais fait une vidéo sur lui, de son DVD The Love in the Heat, je crois que c'est ça, et que il y avait l'extrait qui apparaissait dedans, et que je me suis dit, ah mais tiens, mais je me rappelle, c'était là où il portait une canne, parce qu'il était boiteux à cause qu'il s'était blessé au, à la jambe, quoi. Et après, il a fait tout, il a visité New York, il a été faire du shopping avec Lancy, et après, ils sont dans la même chambre d'hôtel, où il lui offre une bague, et après, ils font l'amour, quoi, sans que la caméra nous donne plus de détails. Mais ça, c'est dans le bonus, hein, c'est dans le bonus. Hein. Voilà, tout simplement, c'est que dans le bonus. Et sinon, j'ai pas d'autres termes. Et je me rappelle dans le bonus, l'équipe de Roderick Strong et de Davey Richards avec Rocky Romero, ils tabassent un pauvre mec qui n'a rien demandé. Et que voilà, c'était juste du bisoutage. On l'attémise, on le fout des kicks et on le piétine par terre. Donc voilà ce que j'ai vu et que je me suis dit, ah tiens, ça me rappelle quelque chose ça, avec les vignettes enfin les vignettes, l'extrait de reportage avec Jimmy Jacobs. Ça me rappelle des trucs, beaucoup même. Bon après ça repoursuit entre Naomichi Marufuji, représentant de la Noah, contre Rocky Romero. Le match aussi était très bon, donc les bons débuts des matchs, et que franchement il n'y a pas, on va dire, des matchs qui font tâche, car là on peut s'attendre à du match très sérieux, et que ça a été très très sérieux, un tout petit peu serré mais sérieux, et qu'il s'est passé tellement de trucs que je ne pourrais pas vous citer, parce que ça fait énormément de choses, même si Romero s'est débattu comme un bon battant, et que Naomichi Marufuji, comme un bon striker, ben lui il fait des kicks, il fait des prises totalement un peu lunaires mais dangereuses. Et que je me rappelle qu'il a même fait un coast to coast alors que Rocky Romero était suspendu par les pieds dans le coin.
et que à la fin, il le bat avec un genre de Falconero driver. Je crois que c'est ça, hein. Parce que je peux dire des conneries, mais je crois que c'est peut-être ça, hein. J'en suis pas sûr, mais on sait jamais. On ne sait jamais, les amis. Donc, ce match-là, vu comment c'est victoire de Naomichi Marufuji, ouais, exactement, eh ben, c'est un 3,60. Je le mets à 3,60. Et ensuite, dans le bonus, on a Davy Richards contre Eric Stevens. Voilà, dans un match normal. Et que même si je donnais pas cher dans la peau de Eric Stevens, pour moi, je sais que c'est Davy Richards qui va s'en sortir, tout simplement. Vu comment il est hyper technique, très, très dur sur l'homme, même. Même il a eu des bonnes petites offenses, mais ça n'a pas non plus servi à Richards, parce que vu comment Richards, il est un petit peu fan de la compétition, et quand il bouffe son adversaire, ben il bouffe son adversaire, il s'engouffre. Et que après il a fait des tas de prises, hein, notamment un genre de torture rack, et après à la fin, il en termine avec quelques souplexes, et ensuite il en termine avec, si je dis pas de bêtises, qu'est-ce qu'il remporte? Attendez, un genre de Kimura mais modifié, où il fait une pression sur le bras et il le tord. Et que du coup Stevens, il a pas le choix d'abandonner vu comment la douleur était trop intense. Donc c'est victoire de Davy Richards. Ce match-là, allez, je lui mets un 3,40. Voilà, il m'a un tout petit peu plu, mais j'en reste sur ma faim. J'en reste vraiment sur ma faim. Et là, dans le vrai PPV, match pour les titres par équipe de la Ring of Honor. Entre les deux frères Briscoes, les Briscoes Brothers, Jay Briscoe et Mark Briscoe, contre Claudio Castagnoli et Matt Sydal. Ouais. Eh ben, qu'est-ce que c'était? Pas mal. Vraiment pas mal. Même pas le temps de respirer, même pas le temps de voir ce qui se passe. Tellement que les gars, ils vont à 1000 à l'heure. Et ça allait trop vite. Ils ont été trop vite. Bon, après, quand c'était du à toi à moi, entre Castagnoli ou Jay ou Mark, avec les manchettes et les coups de poing, eh ben, à chaque fois, Castagnoli répond toujours à la fin. Et aussi, vu comment il a des facultés quand même athlétiques exceptionnelles, franchement. Comme par exemple, faire un Lacarana de haut de la troisième corde en... T'as la luchador, quoi. Comme un luchador, il arrive à faire ça. Alors que j'avais déjà vu, bien sûr, mais je suis sûr que si jamais vous chopez ce PPV, enfin ce show, vous allez peut-être dire, tiens, avant la WWE, il faisait jamais ça. Et là, à l'époque, il faisait ça. Eh bien oui, il faisait ça. Car c'était un super athlète. C'était, comme on peut dire maintenant, aujourd'hui, un cyborg suisse. Ou encore, si on aime l'appeler, le Superman suisse. Bref, il est excellent. Après, des Cesaro Swing, enfin, The Giant Swing sur Mark Briscoe. Et il a voulu même tenter sa powerbomb en maintenant les deux bras, mais ça n'a pas passé. Et que après Sydal, vu comment on sait qu'il est très apprécié par ses manœuvres aériennes, c'est normal que tu vas accrocher au gars parce que tellement il vole en fait. Même s'il n'a pas un corps très imposant, mais il envoie du lourd. Même si c'est que de l'agilité aérienne acrobatique, hein. Notamment des moonsaults. Et tout ce qu'il peut faire, quoi. Vraiment, c'est tout ce qu'il peut faire, hein. Et qu'à chaque fois, quand je croyais que c'était terminé, que c'était les faces qui allaient gagner, j'étais... Quoi? Mais non! Mais non! Et après, quand c'était les heals, j'ai cru qu'ils allaient perdre à cet instant-là. Mais non, non, non. Et que au moment où, je crois, c'est Jay ou Mark qui met KO Claudio Castagnoli, c'est Mark Briscoe qui fait un springboard clothesline alors que Jay portait Sydal sur les épaules pour la chaise électrique.
Et du coup, ben, ça fait une cause line. Et c'est victoire des frères Briscoe. Donc, un match par équipe tellement épique, mais très épique même, que c'est un 4,20. J'ai pas le choix de mettre ça tellement qu'il était très bon. C'était exceptionnel. Bon, après, je repoursuis encore, mais cette fois-ci avec le match féminin. Sarah Del Rey contre Daisy Ace. Et que Sarah Del Rey, de sa musique, je me rappelle que c'est la musique de Daniel Bryan, enfin Bryan Danielson, quand il sera à la WWE en 2010. Vous voyez, il y avait la version remix, mais il y avait aussi la version normale. Et que à la EW, c'est une version modifiée où il y a les paroles de chant. I was wondering, Rennes, Rennes, Rennes. Ah, les ondes de Rennes, Rennes, Rennes. Ah, j'adore cette chanson aussi sur la EW. Quand c'est Bryan Danielson, parce qu'il est tellement bon. Et qu'il a encore fait un match 5 stars. J'ai vu la note qui peut paraître douteuse de la part de Dave Metzler. Mais face à Ricky Stark, dans un match de ceinture, je me demande à quel point il a fumé Dave Metzler pour, pour mettre un 5 étoiles. Ok, j'adore ce match, c'est sûr, j'adore le match entre Danielson et Ricky Stark, mais je ne m'attendais pas à un 5 étoiles. Hein. Et encore moins entre Kenny Omega et Konosuke Takashita. Hein. Et que les deux sont ultra talentueux, vraiment très très talentueux, et que je pense qu'il n'y a que eux qui savent sortir que du lourd, que les Young Bucks, ils en font quand même beaucoup, à mon goût. Enfin, ils commencent à faire beaucoup parce que c'est vrai que des fois, ils ont la fâcheuse tendance à en faire beaucoup et à faire n'importe quoi. Et du coup, ben, ça peut même agacer certains fans qui trouvent pas ça crédible. Alors que quand c'est Kenny Omega et Konosuke Takashita avec Bryan Danielson et Ricky Stark, là, tu peux apprécier. Moi, sinon, la moitié des notes globales, allez, on va dire, c'est acceptable. Je vais faire un effort, je vais être un gentil garçon pour Papy Metzler. Je vais laisser le bénéfice du doute. Les 5 étoiles que vous avez mis aux 4 catcheurs séparément dans un match à des situations différentes sont méritées. Voilà. Il y en a qui me diront non, il abuse. Oui, c'est vrai, il abuse dans certains points. Mais là, on va dire qu'il a bien fait. Voilà, il a bien fait. J'ai rien d'autre à dire. Donc, concernant les deux femmes, ben, c'était un bon petit match. Pas besoin de durer en longueur, parce que vu comment ils ont sorti ce qu'ils savaient faire, les deux femmes. Et c'était jouissivement à regarder. Comme par exemple la prise en papillon maintien par Sarah Del Rey pour faire une pression sur les épaules et le dos, pour essayer de le faire abandonner. Et que même si Daisy Ace a fait ce qu'elle pouvait pour anticiper et contrer les attaques de cette dernière, elle en demeure pas moins et que au moment où c'était du finish, j'avais pas trop compris ce qu'ils allaient faire les deux femmes, à part que Sarah Del Rey a fait vite le tomber pour gagner le match, quoi. Tout simplement. Avec un simple petit paquet. Donc ce match-là, ben, à 3,5. Il est pas dégueu, mais après, c'est plutôt la fin qui est assez discutable. Parce que la fin est un peu discutable parce qu'il y avait un botch, il y a un petit botch. Mais ça gâche pas l'entièreté de la soirée. Honnêtement, ça gâche pas du tout. Et ouais, parce qu'on était à là. Et maintenant, on passe ben, au dernier bonus. Ouais, parce que c'est le dernier match bonus. Match tag team Scramble. Donc Kevin Steen et El Generico contre The Irish Airborne. Donc Irish Airborne, Jack Christ et Dave David Christ. Contre Pelli Primo et Mitch Franklin. Contre Jimmy Rave et Adam Pearce. Oui, Adam Pearce, notre cher général manager adoré. Et qu'à l'époque, il n'était pas général manager, mais plutôt un catcheur du genre très classique
est à la fois technique, mais qui fonctionne très bien avec le concept de la Ring of Honor. Là, j'ai rien à envier. Le match aussi, très, très court, parce que ça n'a pas duré... ça n'a même pas duré 10 minutes, on dirait que ça a duré 7 ou 8 minutes 50, qui sait. Et que, à peine découvert de ce qu'ils savent faire avec les relais acrobatiques de la part des Irish Sherborne et de Pelly Primo et de Mitch Franklin, eh ben, ça envoyait déjà du lourd, alors que du côté des Hills, donc Jimmy Rave et Adam Pearce, eux, ils font aucun effort pour faire tout simplement ben, la moindre tactique voltige. Parce que eux, ils sont plutôt... ils sont un peu flemmards, on va dire ça comme ça. Mais qu'à la fin, un coup que ça s'est terminé, ça s'est, entre guillemets, concrétisé, eh ben, c'est victoire, oui, victoire de El Generico et de Kevin Steen. Et qu'à la fin, ben, ils remercient les adversaires, ouais, pour leur remercier de leur performance, quoi. Et du coup, ben, ce match-là, 3,40. Je le mets à 3,40. Et par contre, je vous ai pas dit, mais dans le match entre El Generico, enfin, les frères Briscoe contre Castagnoli et Matt Sydal, eh ben, ils sont un peu intervenus pour se battre avec les Briscoe. Et que pour leur lancer un message clair et net, que ce seront eux les challengers numéro 1 au titre par équipe. Et du coup, il y a une fourrie générale. Les staffs, qui est un peu des jobbers de la sécurité, se font allumer par Steen et El Generico, et qu'après ça se poursuit dans les vestiaires, où que Kevin Steen met KO Mark Briscoe. Voilà, je l'avais oublié de dire, mais il faut dire, je blablate tellement que j'ai pas tout le temps du monde de dire aussi, et que j'essaye de terminer le plus vite possible. En tout cas, j'essaye. Bon, vu comment c'est terminé pour le bonus, parce que j'ai tout cité en temps et en large, peut-être, maintenant, je passe directement au match entre Roderick Strong et The Delirious. Oui, le bizarroïde Delirious. À chaque fois qu'on le voit, ben, on se dit, il vit sur une autre planète. Quand il fait une promo, ben, il parle comme ça. Comme si c'était un martien ou un iguane, etc. Et que le match, ben, il n'était pas mauvais non plus. Vraiment, il n'était pas mauvais. Un peu que ça en faisait un petit peu trop pour moi, mais sinon, il n'était pas si horrible. Vraiment, c'est que du pur catch. Même si en connaissant Strong, ben, les cassages de reins, c'est sûr, il ne changera pas son style indéfiniment. À part que maintenant, ces temps-ci, ben, il est en rivalité avec son ancien meilleur ami Adam Cole, et qu'il n'arrive pas à se défaire de lui, même quand il y a MJF qui est autour de lui. Et du coup, ben, c'est un peu tendu. Je sais pas si c'est le booking de leur rivalité qui fait croire que qu'à un moment donné, MJF, il peut tourner heel à tout moment, parce qu'il a toujours les tactiques d'un heel, mais avec le soutien du public, alors que c'est un face. Bref, il est twinner. Moi, je le dis, la plupart des catcheurs qui font ça, ben, c'est plutôt un twinner. J'ai juste envie de dire ça, tout simplement, mais là, on parle pas de MJF et de Adam Cole, mais du match entre Strong et The Delirious. Même si Delirious a eu quelques bonnes offenses et Strong, ben, vu comment il le maîtrise à chaque fois en faisant des travails au sol, et que même en faisant un powerbomb sur son genou, donc ça fait un brise d'eau très destructeur, et que je me dis, putain, à mon avis, c'est sûr, s'il faut paralyser quelqu'un en le cassant le dos, il le ferait. Parce qu'il en est capable en faisant ce genre de manœuvre. Et qu'à la fin, il en termine avec un Tiger Bomb. Donc il en termine avec un Tiger Bomb pour la victoire. Et du coup, bah, c'est victoire de Strong sur Delirious. Et à la fin, bah, la petite faction de Strong s'empare d'une barrière Ring of Honor pour que ce dernier fait une nouvelle fois un Tiger Bomb sur la barrière. Et voilà, il laisse The Delirious
par terre en train d'être KO, quoi. Donc il ne réagit plus, il est KO, tout simplement. Il est KO. Ce match-là, c'est un 3,70. Je lui mets ça. Et maintenant, on passe le main event, le clou du spectacle. Takashi Morishima et Bryan Danielson contre Nigel McGuinness et Kenta. Et je vous l'avais peut-être pas dit, mais au début de ce PPV, eh ben, ils se sont rebattus, Danielson et Nigel McGuinness, et que ça a entraîné Morishima à se battre et que ça a forcé Kenta à se montrer et de prendre part à la bagarre. Et c'est comme ça comment Kenta et McGuinness font équipe contre les deux équipes de Hill. Donc celui qui prétend être toujours le meilleur catcheur au monde, ce qui n'est pas faux, parce que c'est vrai que c'est un des meilleurs catcheurs au monde ever. Même s'il est plus de l'actualité, mais il est toujours aussi bon. Voilà, c'est un bon sage, un bon stratège. Et on a vraiment, on va dire, que l'admirer, son travail exemplaire. Parce que c'est vrai que sur le ring, ça peut être propre. Quand il fait quelque chose, c'est propre. J'ai rarement entendu dire que ces matchs sont aussi dégueulasses. Enfin, ça dépend si c'est des matchs très courts. Mais là, quand il se donne à fond, on peut pas nier que c'est du pur kiff. Et que Danielson, c'est un peu le catch, enfin, le cœur de la technique catchesque. Voilà, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Et que dans le match, c'est juste des changements en équipe, des grosses prises, des hotspots, un peu des cassages de rythme à quelques moments, quand c'est Morishima et quand c'est Danielson, parce que vu comment ils font pas non plus que plaisir au public, mais ils font plaisir à eux-mêmes, vu comment ils sont un peu excentriques, et surtout Danielson, quand il est heel, il devient très très prétentieux, mais que pourquoi devrait-il pas alors qu'il sait qu'il est doué? C'est vrai que c'est pas gentil d'être prétentieux et de faire des âneries. On peut rien y faire. On peut rien faire. C'est les choses qui font partie ainsi. Et dans les matchs, quand il y avait des bons échanges entre Kenta et Morishima et même entre Danielson, on peut s'attendre vraiment à du bon catch. Que à du bon catch. Et d'ailleurs, du bon catch, on en a eu. Et c'était fou. Vraiment fou. Tellement... j'ai même pas su quoi vous dire grand-chose, si ce n'est que c'était excellent. Et quand Nigel McGuinness avait un strap au niveau du coude, parce qu'il est un peu blessé au niveau du coude, et il repoursuit dans le match. Il essaie de réveiller son partenaire pour qu'il réussisse à endormir, Danielson avec un go to sleep, avec un GTS, mais qui se relève du GTS, alors que Danielson, lui, il fait des kicks, même des tentatives de crossface chicken wing, et là, Kenta a voulu faire une Bret Hart, mais sauf que c'était, on va dire, pas une réussite, mais il sait quand même faire ce genre de manœuvre, mais ça n'a pas réussi. Et après, quand c'est Morishima, c'est de l'attaque. L'attaque de bourrin. Et quand il restait plus que Kenta et Danielson, Danielson s'acharne en le faisant son grapple final fellation. Donc il fait sa soumission, mais que Kenta n'abandonne pas. Il a fallu que Kenta voulait retourner la situation, mais Danielson, il a vu cette situation retourner, il a décidé de le faire des séries de coups de coude, et avant de repartir sur le nouveau grapple final fellation. Et qu'il réussit à faire abandonner Kenta. Donc c'est Bryan Danielson et Takashi Morishima qui remportent le match. Et à la fin, Danielson, vu comment il prend le titre de Morishima et qui prétend d'être toujours champion dans le cœur des fans de manière virtuellement. Du côté de Morishima, il aime pas trop qu'on fait joujou avec son titre, donc il décide de l'allumer avec des clotheslines. Enfin, il allume avec un clothesline et qu'il fait un back body drop driver suplex. Et qu'à la fin, Nigel McGuinness, lui aussi, il veut lui donner le titre et qu'il dit que peu importe l'issue que tu prendras, ce sera moi ton prochain adversaire. Et c'est là où il allume avec un clothesline. Et ça s'arrête ici. Tout simplement. Bon, un match très excitant que j'ai bien aimé en tout cas. C'est à 4,70. Donc tantôt on était à 3,70, mais là c'est 4,70.
Et voilà comment se conclut ce show Respect in the Air Need, qui était excellent, sur 2 DVD. Donc les matchs, les bonus, les segments promo et l'ensemble. Je crois que je lui mettrais un 4,90. Ah, parce que j'ai bien adoré. Pourtant, ça se rapproche des 5. Hein. Ça se rapproche des 5. Mais allez, il peut convenir. C'est un 4,90. Ou 90 si vous préférez. 4,90. Ben, ça reste ainsi que ça peut être le mérite. Et moi, ben, j'en ai terminé. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des prochaines vidéos, enfin des notifications et des prochaines vidéos, excusez-moi. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. À plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.